Donc moi je vais vous montrer, enfin vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait comme travail avec les filles concernant le recueil des cellules d'aide psychologique qui existent sur le territoire. Alors, évidemment, cette liste n'est absolument pas exhaustive, je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître. En fait, nous avons eu des relations un peu privilégiées avec les différentes cellules d'aide psychologique que nous avons mis dans le diaporama. Donc ce sont des cellules d'aide qui sont à destination soit des aidants, soit des patients, mais parfois aussi pour le personnel soignant. Donc c'est assez vaste. Donc évidemment, cette liste, comme je le disais, n'est absolument pas exhaustive. Vous voyez que ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place. Notamment cette année, il y a de nouvelles choses qui ont été créées pour faciliter la vie des aidants, notamment. Et donc nous, au niveau de la filière, le but, l'objectif, là notamment en 2017, ça va être surtout de compléter cette liste que je vous ai mis ici, de la compléter pour créer une liste le plus exhaustive possible de tous les services qui sont existants sur le territoire. Donc on est déjà en train d'en repérer certains autres, il faut qu'on les contacte, etc. Mais c'est un travail qui est en train de se faire et qui sera du coup plus exhaustif en 2017. L'objectif de la filière concernant ces cellules d'aide psychologique, c'est évidemment de communiquer sur leur rôle, leur implication, leur existence, et de communiquer au centre de référence, centre de compétences, parce que parfois le lien ne se fait pas, mais également à vous, aux associations de patients, pour que vous puissiez relayer l'information aux patients, aux aidants et à toutes les personnes qui en ont besoin. Et enfin, on aimerait, à terme, essayer de favoriser le développement de ces services sur tout le territoire et à toutes les pathologies rares. C'est un peu utopique, mais en tout cas essayer de favoriser le développement de ces cellules d'aide psychologique qui sont très bénéfiques pour les patients comme pour les aidants et parfois même pour les soignants. Alors, les outils Brain Team que nous avons mis en place cette année et que nous avons que nous allons développer en 2017 notamment. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le site internet. Je sais que vous l'attendez tous avec grande impatience. Normalement, il devrait être bientôt prêt, si je ne me trompe. Il devrait être bientôt efficace là dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous avez également la plaquette de la filière qui doit être normalement réactualisée, si je ne me trompe pas. On a l'outil de ressources dont Isabelle parlait tout à l'heure concernant les places en établissements médico-sociaux, donc, qui est un projet mais sur lequel on travaille histoire de voir un petit peu ce qui va être le mieux à mettre en place. On met déjà en place, et on va continuer à le faire, de mettre en place de la documentation, de la sensibilisation et de la formation sur nos pathologies du système nerveux central, que ce soit à destination des établissements médico-sociaux, comme les centres de compétences en cas de besoin, ou tous les services qui accueillent nos patients. On va également mettre en place des tutos vidéo de formation sur nos pathologies, donc à destination, il me semble, vu que c'est en cours de réflexion et de création, ça va être à destination donc, des différents, donc soit des patients directement, soit des soignants, etc. Donc les vidéos seront plus ou moins détaillées, plus ou moins sanitaires, plus ou moins sociales, etc. La filière a également répondu à plusieurs appels à projets au niveau régional et au niveau national cette année. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez vu, mais on en a détaillé au moins une dans l'infolettre médico-sociale que vous avez reçue la semaine dernière, qui se situe qui a été faite suite à un appel à projet de l'ARS au niveau de la région, pas du tout Aquitaine, pardon, Occitanie, merci, j'ai du mal avec les nouvelles régions. Ensuite, on va avoir, ça va être un petit peu plus concret peut-être, on va avoir une implication de la filière dans la rédaction de PNDS avec la mise en place d'un volet médico-social que nous allons rajouter au PNDS, au format PNDS existant. Également la création d'une carte maladie rare spécifique pour chaque pathologie de notre filière.
Donc ça, ce sont des choses qui vont être à construire. Et d'ailleurs, je vous invite cet après-midi, je me permets de faire un peu de propagande, cet après-midi, à la fin de la journée, on a 3 commissions qui se sont organisées concernant les 3 axes de la filière. Et il y a notamment une commission recommandation où il y a encore peu d'inscrits. Et c'est justement à cette commission qu'on va commencer à travailler, à réfléchir sur la création de ces outils qui, à terme, sont vraiment des outils très concrets pour le patient, pour les soignants, etc. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à venir nous voir. Si ça vous dit de participer à ce groupe de travail, il y a de la place. Ensuite, nous avons déjà commencé à mettre en place des conventions de partenariat avec les établissements médico-sociaux. On a créé des documents pour cela. Et enfin, à terme, nous allons évidemment créer une charte de fonctionnement de la filière et nous allons essayer de la faire signer par nos partenaires privilégiés, les équipes relais, les établissements, etc. Alors, les associations de patients, donc vous. Alors, ne prenez pas peur, ma diapositive d'après n'est pas exhaustive non plus. En fait, on vous a mis les associations de patients avec lesquelles nous avons concrètement travaillé cette année. Nous avons travaillé avec vous tous, évidemment, mais là, ce sont des associations que nous avons rencontrées, où nous nous sommes déplacés, nous avons présenté la filière, etc. Donc, j'espère que l'année prochaine, on vous présentera une liste encore plus exhaustive et qu'on arrivera à tous venir vous rencontrer. Donc, on a présenté la filière à beaucoup d'associations. On espère pouvoir continuer à faire ce travail le courant de l'année 2017. Et surtout, ce qu'on espère pour la suite, ça va être de continuer à travailler avec vous et de favoriser un petit peu votre application dans nos projets au niveau de la filière, notamment avec les points que je vous ai donnés tout à l'heure, donc la rédaction de PNDS. Donc, je vous rappelle, la commission, n'hésitez pas à vous inscrire. Aussi, on en parlait tout à l'heure, la rédaction des fiches Orphanet, nous sommes allés rencontrer Orphanet il y a de cela quelques semaines pour travailler ensemble sur justement la priorité de quelles fiches sur quelle pathologie il fallait construire, quelles étaient les priorités au niveau d'Orphanet mais également au niveau de la filière. Donc c'est un vrai travail en commun qu'on a commencé là il y a quelques semaines et qui va évidemment être une de nos priorités pour l'année à venir. La carte maladie rare. Donc c'est une carte, je vous le disais tout à l'heure, qui va être spécifique pour chaque pathologie et qui, a priori, c'est un projet, mais a priori va reprendre un petit peu les éléments importants de toutes les grandes fiches Orphanet qui existent déjà. Le but, c'est pas de refaire, mais de se servir de ce qui a été fait et d'avoir des cartes un peu personnalisées pour chaque patient en fonction de sa pathologie, qu'il aura toujours sur lui. Et en cas d'hospitalisation ou en cas de visite médicale chez un généraliste qui ne connaît pas sa pathologie, etc., il pourra sortir sa fiche sans forcément avoir besoin d'un accès Internet pour aller sur Orphanet, etc., avec, en gros, vraiment quelque chose de très général, mais en gros, déjà, la pathologie dont le patient souffre, les axes principaux et, en gros, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut favoriser comme geste médical. Donc ça, pareil, on pourra en parler beaucoup plus ce soir à la commission recommandation. Inscrivez-vous. Je ne sais pas si vous avez entendu. Non, c'est une commission importante, donc je le dis. Donc, pour finir sur les commissions, il y a aussi 2 autres commissions, évidemment, qui ont été créées, donc la commission formation et la commission médico-sociale. Donc voilà, si vous voulez des renseignements sur ces trois commissions, n'hésitez pas. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, on va continuer, on a commencé à le réfléchir, mais on va surtout continuer à essayer de mettre en forme nos actions de formation filière. Donc à travers, avec l'aide des centres de référence, évidemment, centres de compétences, mais également établissements médico-sociaux et associations de patients, parce que malgré tout, vous êtes au cœur des problématiques et vos voix parlent souvent beaucoup aux patients, aux aidants. Donc on compte aussi sur vous pour développer ces outils-là. Et malgré tout, cette année, avec Isabelle, Sophie et Bénédicte, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certains centres de référence qui restaient encore sans association. Donc, c'est des points éventuellement à réfléchir et à développer. Je vous remercie et je vais repasser la parole à Isabelle. Alors, je vais vous parler donc des 2 groupes de travail sur lesquels on a participé au niveau de la CNSA. Donc, il y avait 2 groupes de travail. Un groupe de travail sur le certificat médical
et un deuxième sur la scolarisation. Donc en fait, comment ça se passait? Donc la CNSA donc, a demandé aux filières s'ils étaient intéressés pour travailler sur les deux thèmes que je vous ai cités. Donc il y avait des réunions et à chaque réunion, donc il y avait un compte rendu et donc moi je redemandais en fait aux filières à Brain Team si finalement il y avait des choses à rajouter et donc on a été force de proposition au niveau de ces deux groupes de travail là. Donc le premier groupe de travail sur le certificat médical, l'objectif en fait de la CNSA, c'était que les filières puissent contribuer à une meilleure information, à apporter une meilleure information au niveau des MDPH. Alors ça fait partie d'un constat que vous aviez fait l'année dernière où il y avait certaines disparités de traitement de dossiers MDPH. Alors il y en aura sans doute toujours parce qu'il y a aussi des positions parfois locales, mais les MDPH disaient que c'est parce que parfois aussi elles manquaient de connaissances et d'informations sur certaines pathologies qui faisaient que du coup, il y avait une mauvaise évaluation de la situation et donc du coup, une mauvaise réponse ou une réponse inadaptée aux besoins. Donc du coup, le certificat médical, il ne va pas changer. Ça, c'est pas le groupe de travail qui a travaillé dessus. On est parti sur le nouveau certificat médical qui est actuellement en test sur certaines régions. Donc on est parti de ce document-là existant. Et à partir de là, le groupe de travail a dit il va y avoir un nouveau certificat médical. Donc ça, c'est pour tous. Mais en plus, il n'est pas toujours bien rempli. Donc du coup, le groupe de travail a travaillé sur un mode d'emploi qu'on appelle un outil d'aide au remplissage du certificat médical. Alors là, je l'ai mis en petit parce que c'est le projet. Il n'est toujours pas... c'est pas le dernier et j'avais pas le droit de le diffuser, donc c'est un petit peu pour voir la texture. C'est une feuille en fait, sur une feuille format A4, et puis c'est des conseils très pratiques pour dire aux gens, alors ça semble évident, mais de remplir au maximum le certificat médical, parce que c'est vraiment à partir de là que les MDPH font les évaluations, et donc du coup les aides s'en suivent. Donc si c'est mal rempli ou pas suffisamment rempli, c'est plutôt dans ce sens-là généralement que ça se passe, du coup effectivement il y a parfois un décalage entre ce qu'on a demandé et la réponse qu'on a eue des MDPH. En plus de ce document-là, donc du mode d'emploi, du guide au remplissage, on a travaillé en fait sur une fiche de liaison, donc une fiche complémentaire, parce que le certificat médical, il est en fait... pour tout le monde, tout type de handicap, quelles que soient les situations. Donc c'est très généraliste, enfin il fait quand même 8 pages, mais il n'était pas suffisant pour les MDPH. Donc les MDPH ont demandé aux filières de savoir s'il était possible, donc ça a été des longs débats de savoir sous quelle forme ça allait se faire, s'il était possible d'avoir plus d'informations et de quelle manière les filières pouvaient les donner. Donc du coup on a opté pour une fiche de liaison ou une fiche complémentaire au certificat médical, qui serait rempli du coup là, pas par les médecins, parce que là l'aspect médical il est déjà bien rempli, mais plus soit par les familles, soit par l'entourage, ou soit par les services sociaux, ou toutes les équipes pluridisciplinaires qui existent au sein des filières. Donc c'est un projet qui est en cours, le document, il y a plusieurs versions actuellement en cours, donc on est en cours de proposition au niveau de la CNSA pour savoir sur quel document on s'arrête. Donc l'objectif, c'est de compléter, c'est un document qui ne reprend pas des éléments médicaux, on est bien d'accord, puisqu'il y a déjà le certificat médical, et qui va être en plus rempli par d'autres personnes. Donc l'objectif de cet outil de liaison-là, c'est d'avoir une meilleure information et qu'ils puissent, les MDPH, avoir une meilleure visibilité sur vraiment la situation, et donc du coup d'octroyer de manière plus équitable les mêmes droits à tous, et quel que soit le département. Ça, c'est l'objectif. Donc, il va y avoir... Donc, les fiches de liaison, là, sont en pourparlers. Je dirais que d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir quelque chose qui va sortir. Voilà. Après, il y a eu un deuxième groupe de travail sur la scolarisation. Donc, l'objectif, c'était de favoriser la scolarisation des personnes atteintes d'une maladie rare. Donc, le groupe de travail s'est arrêté. Donc, c'est le même principe des allers-retours des groupes de travail où on a demandé après, nous, au niveau des centres de référence, quelles étaient les propositions qu'on pouvait faire au niveau de la filière Brain Team. Et du coup, avec l'ensemble des filières qui y participaient et les équipes relais, deux choses vont se mettre en place. Il va y avoir la réalisation d'un kit de ressources. Alors le terme va peut-être changer, évoluer, parce que ça ne parle pas forcément à tous.
C'est une sorte de classeur. Enfin, d'ailleurs, le support n'est pas encore déterminé. Est-ce que ça sera sous forme informatique ou sous forme de classeur? C'est de réunir en fait toutes les informations, un petit peu comme un passeport, que pourraient avoir les familles et les jeunes pour un petit peu recenser toutes les informations qui sont nécessaires dans la prise en charge lors de la scolarisation. Vous me dites si je vais trop vite, hein. Donc il n'y a pas forcément d'informations médicales, c'est plus un petit peu le passé, parce que a priori, l'éducation nationale reprochait de ne pas toujours avoir suffisamment d'informations sur ce qu'avait fait la personne avant, et puis du coup il manquait des informations. Et dans ce kit de ressources-là seraient aussi recensés tous les contacts principaux dont peuvent bénéficier les familles et les patients au niveau de l'éducation nationale. Et puis le deuxième travail, c'est que le groupe de travail s'est arrêté pour mettre en place, donc là c'est pareil, c'est pas encore fait, ce sera pour l'année 2017, mais plutôt fin 2017. L'objectif, ça serait de réunir, de faire des réunions d'information sur ce que c'est que les maladies rares. Donc là, c'est des réunions interfilières et à une dimension régionale. Donc on ne fera pas tout au niveau de Brain Team, c'est pas possible. Mais normalement, avec l'ensemble des filières, il y aura un travail à faire pour une répartition sur une information sensibilisation auprès donc des professionnels au sens large de l'éducation nationale sur ce que c'est que les maladies rares et comment ils peuvent être accompagnés par rapport à ça. Voilà. Oups. Voilà pour les groupes de travail. Donc pour l'année 2016-2017, donc pour l'année prochaine, les principales actions, alors ça c'est celles qui sont connues évidemment, hein, comme sa vie, il y en aura peut-être qu'on va faire et qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Dans les principales actions, donc ça c'est le plan que vous allez avoir, donc je vais passer sur le plan Brain Team qu'on a donné. L'objectif, donc, dans nos priorités, ça va être de développer des liens avec les services sociaux, donc entre les services sociaux des centres de référence. Là, vraiment, c'est important qu'il y ait un échange d'outils sur les établissements, sur les places. Et la réunion qu'on a faite en septembre a montré que les assistantes sociales étaient très demandeuses de pouvoir se rencontrer au moins une fois par an. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre. L'objectif aussi, donc cette année pour 2017, ça sera de créer un réseau médico-social, donc là plus en lien avec les établissements. Alors quand on dit établissement, c'est aussi les structures d'aide à domicile, hein, c'est au sens large qu'il faut le prendre, pour favoriser tout ce qui est la capitalisation des savoirs. C'est vrai qu'il y a des établissements médico-sociaux qui ont développé des savoirs sur des pathologies, sur des prises en charge, et donc du coup d'autres sont demandeurs en fait pour savoir, mais comme c'est national, il va falloir qu'on trouve un moyen de les mettre en relation. Donc voilà, donc je vous ai mis par exemple ce mois-ci, donc on commence à être repéré au niveau de la filière, même si on n'était pas connu. Donc du coup je vous ai mis des exemples de mails qui m'ont été envoyés par des directeurs d'établissements médico-sociaux qui montrent en fait l'intérêt de créer un réseau de savoir-faire et de compétences. Donc du coup, voilà, donc on a des établissements qui sont très demandeurs, alors soit d'être le premier, ils accueillent beaucoup de patients à Huntington, c'est à La Rochelle, et donc du coup, ils voulaient bien en fait être repérés par Brain Team comme un peu un centre de référence dans leur région, et ils sont prêts à se déplacer dans d'autres établissements pour aussi montrer comment ils ont fait dans la prise en charge et montrer que c'est possible. Voilà. Donc il y a à réfléchir évidemment à ce niveau-là. Et le deuxième établissement, alors là, il était plus en attente de savoir par rapport à une situation, comment Brain Team et dans le réseau, on pouvait aider à trouver une réponse à sa question. Et puis, voilà, le troisième, là, qui m'a envoyé un mail il y a 2 semaines de ça, il montre bien qu'il souhaite bénéficier du savoir-faire des autres établissements. C'est vrai qu'il y a tout un lien qui est en train de se mettre en place au niveau des établissements. Il y a une volonté, et donc il va falloir qu'on trouve de la manière dont on pourrait animer ça. Donc ça, c'est un petit peu la même chose, c'est le travail en partenariat avec les structures. Alors, il y en a déjà qu'on a repéré, donc on est en train de repérer aussi des établissements médico-sociaux, au sens large, qui ont développé des savoir-faire très intéressants pour la filière. Donc je ne pouvais pas tous les citer, là j'en ai cité 3. C'est le Centre de la Garance qui a développé, ou qui va développer donc une offre de formation sur les pathologies neurodégénératives.
La masse de Dury, donc là, je ne vais pas trop le développer puisque Madame Choquet intervient cet après-midi, elle vous expliquera. Et puis, par exemple, c'est pas en Loire-Atlantique, c'est en Vendée, la masse de Mortagne qui a développé l'accueil spécifique Huntington. Et c'est vrai que ça, c'est important pour nous, pour la filière, de repérer aussi des établissements qui ont développé des savoir-faire pour aussi pouvoir utiliser des fois les modèles, ou en tout cas une partie du modèle, et montrer que ils ont toute leur place et que ça peut être aidé et aidant pour les autres établissements quand ils accueillent des patients. Quand il n'y en a qu'un, Huntington, c'est pas la même chose que si on est spécialisé. Voilà, donc là, je ne vais pas trop développer non plus ce qu'on l'a déjà dit. Donc, l'objectif dans l'axe médico-social, ça sera de développer un module ou des modules. Rien n'est figé, donc en fait, tout est à construire. De formation, de sensibilisation à destination des établissements médico-sociaux. Alors, bien évidemment, même si les établissements médico-sociaux sont très demandeurs de formation intra-établissement, on sait très bien que ça ne sera pas jouable pour la filière de faire ça. Donc, il faut qu'on arrive à trouver d'autres modalités. Voilà. Et donc, j'ai reçu aussi la semaine dernière, ça sera pour vous, Monsieur Verny, voilà, une demande d'un établissement qui souhaitait bénéficier d'une formation. Donc, on reçoit là. Alors, l'enquête, toutes les actions qu'on est en train de mettre en place fait qu'on est repéré au niveau de la filière sur l'axe médico-social en ayant des compétences, ce qui fait qu'on commence là à avoir beaucoup de demandes de ce type-là, des établissements qui demandent en fait à ce qu'on puisse au niveau de Brain Team les accompagner dans la prise en charge des patients. Dans la mission donc 2016, enfin là ça va bientôt se faire, donc c'est de diffuser. Donc on a fait une enquête au niveau des établissements médico-sociaux. L'objectif c'est de la diffuser. Pourquoi? Parce que du coup ça donne aussi de l'information. Ça incite les établissements à montrer que Brain Team existe et qu'on peut les aider. Voilà, donc tous les établissements médico-sociaux qui avaient répondu à l'enquête ont reçu la synthèse. C'est suite à ça d'ailleurs que j'ai eu des mails. Et puis, du coup aussi au niveau, quand on va visiter des partenaires, des institutions, du coup on donne, donc la CNSA a beaucoup apprécié la synthèse. Donc on voit qu'ils ARS aussi, Pays de la Loire, parce que je les ai vus cette semaine, donc ils m'ont confirmé qu'ils trouvaient ça très intéressant. Donc on sent que c'est en train de bouger, que les partenaires sont en train de repérer Brain Team et évidemment l'axe médico-social. Donc je vais pas revenir sur le dossier unique. Donc c'est simplement pour répondre. C'est le unique peut-être qui posait problème. C'est peut-être le terme qu'il faudra qu'on voit. Hein, je pense que c'était ça. On va s'en revenir. Voilà, c'était pas clair pour vous. Donc c'est un document simplement le même pour tous, mais en dissociant bien les éléments. Voilà. Hein. Et puis après, l'objectif sera aussi pour l'année 2017 développer. Alors il y a deux choses qu'on est en train de mettre en place. Un tour de France sur les pathologies Brain Team, c'est pas possible de tout faire évidemment. Donc cette année, on avait pris l'option sur les pathologies Huntington. Pourquoi Huntington? C'est parce qu'aussi, donc sans oublier les autres, on sait qu'il y a d'autres pathologies. C'est qu'Huntington, aujourd'hui, par rapport aux partenaires institutionnels et des établissements médico-sociaux, on a une très très forte demande et même des équipes relais. À chaque fois qu'on demande, donc il faut aussi qu'on réponde en fonction des besoins. Donc si on commence ce Tour de France-là, ça va aussi nous donner des billes pour voir aussi les autres pathologies se faire connaître. Et puis, dans la prise en charge de la maladie d'Huntington, il y a sans doute des choses qui sont transférables sur lesquelles on pourra travailler en disant, si on sait prendre en charge certaines pathologies comme la maladie d'Huntington, il y en a d'autres sur lesquelles on peut transférer nos compétences. Et du coup, ça sera quelque chose qu'on pourra développer. Et puis il y aura donc des journées d'information, alors j'appelle ça de proximité, donc beaucoup plus locales, qui vont être mises en place. Donc il y en a deux, là il n'y en a qu'une, mais il y en a deux qui sont pour l'instant programmées, une à La Rochelle et une à Angoulême. Voilà. Puis après on tournera. L'objectif c'est pas de rester dans l'Ouest, c'est bien de développer toutes les interventions sur toute la France. Et puis l'objectif... Fin 2017, c'est pas au début, je pense, mais l'objectif, ce sera aussi sur le site internet Brain Team d'avoir une rubrique dédiée au médico-social et ouverte spécifiquement aux professionnels du médico-social pour pouvoir justement capitaliser tous ces savoir-faire. Et dans l'année 2017, il y a l'appel à projet en Haute-Garonne dont vous a parlé tout à l'heure Céline.
sur lequel Brain Team a accompagné. Voilà, donc là, c'est des actions un petit peu plus isolées, mais pour lesquelles, pour vous montrer que les choses sont en train de se mettre en place. Voilà, donc on a terminé avec Céline sur la partie médico-sociale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un grand merci à Céline et Isabelle pour cet énorme travail. Je vais vous donner la parole pour quelques questions. Moi, je voudrais mettre quelques points en exergue. D'abord, vous dire à quel point ce n'est pas naturel de faire ce travail qu'on est en train de faire, de mettre des passerelles entre le sanitaire et le médico-social. On va à l'encontre de la construction complète de notre système de santé qui s'est encore matérialisé. Il faut quand même imaginer qu'il y a 3 ans, on a monté en même temps, il y a 2 ans, les filières d'un côté et les réseaux handicap, je ne sais même plus comment ils s'appellent, les équipes relais, voilà. Les équipes relais, les uns et les autres n'étaient pas au courant de leur existence mutuelle. Et finalement, les seuls qui avions eu cette information, c'était nous à Angers, parce qu'on était précurseurs sur les équipes relais, et c'est nous qui avons candidaté et qui avons obtenu l'équipe relais. Et c'est comme ça qu'on l'a su, et quand je me suis retrouvé avec les autres collègues des centres de référence, en France, personne, ça avait été monté de manière complètement séparée. Il faut aussi savoir qu'on n'a pas du tout les mêmes codes. Et on a été énormément aidé par le fait qu'Isabelle vient du monde du médico-social et était directrice d'établissement médico-social. Et ça nous ouvre énormément de portes parce qu'on a des problèmes, mais tout simplement de code, de langage, de manière de travailler qui sont tellement différentes que c'est compliqué. Et ce n'est pas naturel du tout. Donc, c'est vraiment un gros effort qu'on fait là. Et je les en remercie beaucoup. Parce que ça pourrait sembler être logique. Des professionnels qui travaillent autour de gens qui ont la même maladie, il serait quand même assez logique que ça puisse travailler facilement ensemble. C'est tout le contraire. Donc, on y croit énormément. C'est vraiment un axe fort qu'on a voulu porter. Voilà. Deuxième chose, vous en avez fait allusion, mais moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de remarquable, ça a été cette réunion des assistantes sociales de la filière qui a eu lieu en septembre ou début octobre, je ne sais plus, fin septembre. Et ça, je crois que c'était un élément extrêmement important parce que les moyens en assistantes sociales sont quand même relativement modestes dans tous les centres. Elles acquièrent une expertise, mais être tout seul avec son expertise dans son coin, c'est pas simple. Et je crois que c'est vraiment une démarche extrêmement utile. L'autre dernier point que je vais mettre en exergue, c'est cette importance des tutoriels dont on a parlé. Les structures en général, MAS, FAM, EHPAD, ne sont pas si réticentes que ça dans le principe de prendre des patients avec nos maladies difficiles, nos maladies complexes. Ils ont peur. Et ils ont peur d'être laissés tout seuls. Et ils sont très demandeurs de formation. Mais ces formations, on ne pourra pas aller les faire partout parce qu'il y a des milliers d'établissements concernés. Donc il faut qu'on trouve un moyen de leur apporter de la formation parce que quand vous êtes formé, vous avez moins peur. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut un vrai partenariat. Et le partenariat, c'est un numéro de téléphone et un numéro de téléphone avec pas 4 filtres de secrétaire pour quand on est vraiment dans les soucis, qu'on ait quelqu'un qui puisse répondre et vous apporter une solution. Et vous savez, une manière simple de débloquer la situation, alors encore une fois, femmes et masses, c'est compliqué, mais par exemple en EHPAD, si vous donnez au médecin responsable de l'EHPAD le numéro de téléphone portable direct du médecin référent du centre et que vous vous engagez par écrit à reprendre le patient immédiatement dans le centre s'il y a un problème, une difficulté, c'est très rare à ces conditions-là que les patients ne soient pas acceptés. Parce que très souvent, c'est de la peur, c'est des effectifs qui sont quand même extrêmement faibles, des gens qui n'ont pas des plans de formation comme même ce que nous connaissons dans le monde du sanitaire. On n'imagine pas, parce qu'on passe son temps à se plaindre dans les hôpitaux du manque de moyens, et vous imaginez que je reprends à mon compte ce discours, mais c'est comme toujours, il faut aller voir ce que l'on a dans les domaines de ces établissements en question. Ça n'a rien à voir. Déplacer un professionnel pour une journée, pour une formation, c'est déjà quelque chose qui s'organise longtemps à l'avance, qui est très compliqué, où il faut remplacer sur des masses salariales qui sont très faibles. Ce qui peut nous sembler simple, surtout dans des CHU, est extrêmement compliqué. Donc il faut vraiment avoir conscience de tout cela. Donc voilà un peu ce que je voulais mettre. Et dernière chose, pas donner, parce que j'y tiens beaucoup, l'impression, on a souvent parlé de la maladie de Huntington et notamment la masse par exemple de Mortagne. Je tiens à dire que par exemple cette masse,
à laquelle j'ai beaucoup participé et dont je suis à l'origine et dont je m'occupe du comité d'admission, on a toujours tenu à ce qu'elle ne soit pas monopathologique. Hein, moi, je tiens énormément à ne pas faire, entre guillemets, de ghetto de patients sur une maladie. C'est-à-dire, ce sont tous les patients qui présentent la complexité de la problématique que l'on connaît parce que c'est les patients les plus fréquents auxquels on est confronté avec ces problèmes, associant des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des troubles moteurs. Mais on a des patients avec des leucodystrophies, on a des patients avec des paraparésies spastiques complexes associant des atteintes neurologiques encéphaliques, on a des patients avec des maladies neurométaboliques et on a des patients avec des problèmes qui sont finalement ceux qui posent le plus de difficultés, c'est tout ce qui est comportemental et des patients qu'on rattacherait plutôt aux démences frontales. Et on se rend compte qu'on regroupe finalement la quasi-totalité des pathologies de Brain Team quand on met en place des structures capables de gérer ces situations. Voilà, mais je vous laisse maintenant la parole pour des échanges et avec peut-être Isabelle et Céline qui sont là. Odile ? Je suis contente que tu aies cité d'autres maladies, mais je voulais intervenir au nom un peu des enfants, parce qu'on a un peu l'impression qu'on est un peu perdu. Et comme vous le savez, il y a 2 autres filières. Une filière qui s'appelle déficience, dans laquelle il y a beaucoup d'enfants et inversement, quand ils vieillissent, il n'y a pas grand monde pour s'en occuper et pour les prendre en charge, donc qui est complètement neurologique aussi, que ce soit des ataxies congénitales, cérébelleuses qui rejoignent beaucoup, ou des déficiences mentales. On a bien évidemment les maladies métaboliques, qui, comme vous le savez, il y en a quand même beaucoup qui sont neurométaboliques et c'est surtout elles qui posent problème. Et troisièmement, on a les pathologies qui ont également une composante motrice importante, dont souvent on a aussi des troubles cognitifs et des apprentissages, qui sont les maladies neuromusculaires, et en particulier celles qui touchent la partie neuromotrice, qui sont extrêmement fréquentes. Donc c'est vrai que la question que je pose aujourd'hui, parce que nous, en nombre de malades, heureusement pour nous, les enfants deviennent adultes, mais en nombre de malades, du coup, on est beaucoup plus faible que les malades d'adultes. Et quand on prend des pathologies neurodégénératives comme on a nous, on est encore plus évidemment restreint. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les établissements médico-sociaux en dehors de l'école, parce que l'école est un vrai problème, mais comme vous le savez, on est dans des pathologies qui ont une certaine progressivité, et cette école, elle est vite soit non possible dès le départ, soit il va falloir l'aménager pendant un temps très limité. On est très limité par les types d'établissements. Pourquoi ? Parce que nous, ils ont le choix entre des pathologies non progressives, pas trop lourdes, où il n'y a pas l'association, comme tu as dit, et puis des enfants comme les nôtres qui sont très lourds. Et donc le problème que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une démarche qui est faite pour que dans ces établissements, quand les enfants sont pris en charge, qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus lourde, comme vos patients devenus adultes dans des EHPAD ou dans d'autres choses, est-ce qu'il est prévu d'avoir des aides supplémentaires, exactement comme on a fait des filières où on nous a dit, nous médecins, on y passe 2 heures au lieu d'y passer un quart d'heure à la consultation. Est-ce qu'on peut prendre en compte cet élément ? Parce que nous, aujourd'hui, ces patients, ils nous sont refusés, tout simplement parce qu'il y a une demande énorme, particulièrement en Île-de-France. On a une énorme demande. Et donc, évidemment, dans la liste d'attente, nos patients, ils sont toujours en bas de la pile. Et du coup, c'est pas 1 an, 2 ans, c'est 3 ans, 4 ans, avec des parents qui sont dans des situations difficiles, ou alors ce que nous fait la scolarisation est obligatoire en France, et comme on ne peut pas les scolariser, les parents obtiennent des financements pour qu'on fasse des choses à la maison, mais excusez-moi, pour les enfants, pour plein de gens, c'est pas une solution que de garder ces enfants à domicile. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye de développer aussi cette approche un peu spécifique à l'enfant, parce que c'est la préparation de l'âge adulte, à mon avis, c'est-à-dire dans des pathologies qui ont une petite progressivité, certes, dans lesquelles on essaye d'aller au maximum de ce qu'on peut avoir sur le plan du développement pour pouvoir ensuite aborder ce qui va être plus dur, c'est-à-dire la partie du vieillissement qui, pour nous, dans le cerveau, commence dès l'âge de 16 ans. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, et je ne sais pas quels sont les contacts que vous avez eus dans ce genre de choses. La deuxième expérience que moi j'ai pour l'enfant, du moins, c'est qu'au lieu d'avoir une certitude de prendre en charge les patients dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ce n'est pas facile quand on n'est pas très nombreux en centre de référence, et c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle, nous, des consultations en fait par un système de téléconsultation,
qui permet d'abord de connaître les établissements, de pouvoir échanger. Donc on a commencé, pas pour les maladies rares, mais on a commencé de façon un peu globale pour les établissements médico-sociaux de la région d'Île-de-France pour l'enfant. Et c'est vrai que finalement, on nous demande énormément pour nos patients avec des maladies rares parce que c'est là où ils ont besoin d'avoir le plus notre avis. Et peut-être que ça, on peut le développer pour aider, surtout que maintenant, ces téléconsultations vont avoir une vraie activité, puisque ça, on l'a défendu, en particulier pour nos maladies rares. Et là aussi, il faudrait peut-être essayer de développer ce type d'approche. Donc moi, je pense que j'ai assez parlé, mais c'était juste une précision pour l'enfant. On va essayer de répondre à votre question pour l'enfant. Alors, les établissements qui correspondent à l'accueil des enfants, c'est plus les IME ou les CESAD sur l'alternance. Après, les places, s'il n'y a pas de place, c'est bien compliqué. Les IEM, voilà, les IME et les IEM. Au niveau de Brain Team, on ne pourra pas créer des places. Enfin, c'est pas notre mission. On pourra toujours signaler éventuellement localement un besoin, mais les ARS ont été clairs. Enfin, à chaque réunion où je vais aux ARS, bien souvent, c'est pas des créations de places qu'ils préconisent, mais plutôt une autre modalité de fonctionnement des établissements médico-sociaux. Ce qui va changer sans doute, vous en avez peut-être entendu parler, je ne vais pas m'attarder, mais il y a des modalités de financement qui sont en train d'évoluer, de changer avec Séraphin. Enfin, quand on est directeur d'établissement, on connaît, qui va amener, je pense, les établissements à changer ça. Parce qu'en gros, Séraphin, les établissements vont plus un petit peu, globalement, un peu comme le type Agir sur les EHPAD, être financés à terme. Alors, c'est en expérimentation dans beaucoup de départements aujourd'hui, mais je suis allée à l'ARS la semaine dernière en Pays de la Loire. Ça va être généralisé, ça c'est sûr, au niveau national. Donc on va avoir les établissements vont avoir des budgets en fait un petit peu à la carte en fonction du besoin de la personne. Et donc c'est comme si en fonction du handicap, on aura une allocation plus ou moins importante en fonction de la lourdeur du handicap et de ce qui est possible de mettre ou pas en place. Ce qui fait que ça changera sans doute la donne à un moment donné sur les modalités d'admission et les critères d'admission des établissements. Après, s'il manque des places, ça ne va pas créer des places. Voilà, donc ça va peut-être évoluer. Ceci étant, à Brain Team, on a beaucoup axé sur l'aspect adulte, vous l'avez dit, mais c'est vrai que les services sociaux nous avaient souligné aussi qu'ils souhaitaient, le prochain thème, sans doute pour 2017, ça sera sur l'enfant, parce qu'effectivement, il y a l'enfant, c'est vrai que quand on met en place des actions, on ne peut pas tout faire en même temps, donc les adultes étaient majoritaires par rapport à la filière, mais effectivement, tout l'aspect enfant sera sans doute dans le plan 2017, dans nos actions, quelque chose qu'on va pouvoir développer. Et du coup, pour répondre à votre deuxième question, suggestion, c'est vrai que, je ne sais plus comment vous avez appelé le terme, mais pouvoir contacter les établissements sous forme de visioconférence, c'est une bonne idée. Après, c'est pas dans la culture... Téléconsultation, c'est ça. C'est pas dans la culture non plus médico-sociale. Donc, il faut que ça évolue. Autant dans le sanitaire, vous êtes beaucoup évolué là-dessus. Dans le médico-social, et plutôt sur le toucher, donc il faut que ça évolue, ça va forcément évoluer, mais c'est quelque chose effectivement qu'on pourrait développer, surtout qu'on ne pourra pas donner une information en direct à tout le monde à chaque fois. Donc c'est vrai que votre idée est très bonne. Après, je me permets concernant la télémédecine, les téléconsultations, etc. Cette année, on a commencé à faire un peu un état des lieux des établissements qui étaient équipés avec ce genre de matériel informatique, etc. Il me semble que toutes les réponses ne sont pas encore répertoriées. Il y a encore des centres qui... Les groupes de travail interfilières, en fait, qui doivent travailler sur le développement et l'accessibilité à la télémédecine, ça doit se faire bien sûr en coordination avec les CHU, avec toutes les directions des systèmes d'information dans chacun des CHU en région, pour que tout ça se fasse au niveau technique, que ce soit possible. Et voilà. Et en fait, on a beaucoup de retard à ce niveau-là. Et puis, il faudra qu'on travaille, c'est une tarte à la crème, mais à la transition enfant-adulte, c'est une évidence, c'est un problème. Et parce qu'on se rend compte que il y a une telle différence de culture entre les suivis, la manière de faire du monde pédiatrique et du monde adulte, que je pense qu'énormément de ces enfants vieillissants devenant adultes sont tellement douchés ou étonnés ou choqués de cette différence de prise en charge qu'en pratique ils disparaissent des radars. Et c'est des gens qui, tout simplement parce que la première consultation
je pense pas qu'elle se soit forcément mal passée, mais elle était tellement différente des attentes, tellement différente de ce qu'il y avait avant, que le choc a été tel qu'ils n'ont pas envie d'y retourner. Et très souvent, moi je me rends compte, je fais très très peu de transition enfant-adulte, en plus étant sur un territoire où il n'y a pas tellement le choix. On a une maladie rare neurologique à Angers, il y a un service de neuropédiatrie, un service de neuroadulte, donc globalement il n'y a pas beaucoup de fuites. Eh bien je me rends compte que la plupart des patients, je ne les vois pas entre 20 et 30 ans. Et ils reviennent en cas d'urgence ou quand vraiment, éventuellement, le médecin rééducateur arrive à leur dire non mais là, il faudrait quand même réavoir un avis neurologique, les choses ont évolué, peut-être se reposer des questions de diagnostic, de choses comme ça. Et là, c'est sûr qu'on a un chantier. Alors, on n'est pas les seuls, hein, il y a aussi un travail interfilière parce que vous imaginez que le problème, là, il ne concerne pas uniquement Brain Team, mais on est sûrement parmi ceux qui sont le plus concernés. Il y avait d'autres questions tout à l'heure? Bon, allez-y. Oui, donc moi, c'est du côté... usagers dans la maladie de Huntington, mais ça peut concerner d'autres pathologies. Merci beaucoup pour tout ça. On voit qu'il y a plein de choses concrètes qui sont en train de se mettre en place et je trouve plus clair que l'année dernière et ça fait vraiment plaisir à entendre. Évidemment que vous ne pouvez pas attaquer tout de front. Donc ma remarque, elle se place pas dans une critique du tout, mais c'est aussi de la chance qui serait aussi de s'occuper dans des maladies comme les nôtres, pas seulement du moment où c'est le handicap super visible et qui fait qu'il y a à ce moment-là un suivi médical et surtout une mise en établissement, mais bien en amont aussi pour des personnes qui commencent leur pathologie et qui pendant des années et des années et des années vont devoir vivre avec une évolution de ça et pour cela penser à des dispositifs qui ne soient pas forcément uniquement aller voir son médecin, mais aussi entre deux, pouvoir aussi rencontrer des acteurs qui puissent être aidants. Et je pense notamment à ce qui pourrait être développé par le biais de l'éducation thérapeutique, ce qui est encore autre chose que la formation dont vous parlez. Et évidemment, pour nous, c'est très sensible parce que dans le cas, il se trouve de Huntington, on a encore eu la nouvelle de quelqu'un qui s'est suicidé alors qu'il n'était pas encore malade. Mais qu'il savait qu'il était atteint par la maladie tout de même. Et typiquement, plein de choses qui peuvent être développées dans le champ de l'éducation thérapeutique pour prévenir les difficultés, l'isolement de ce genre de situation. Voilà, merci. Alors, sûrement à dire que le champ de l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est passionnant. C'est un gros investissement. Heureusement, le cadre s'est un tout petit peu allégé. Moi, je vois que pendant longtemps, j'y étais assez réticent parce que ça avait un côté quasiment secte, tellement c'était verrouillé. Bon, ils ont un petit peu allégé la procédure. Et je crois que de toute manière, il faut y aller. Puis l'esprit est évidemment excellent. Mais il faut avouer, on avait quand même tous l'impression de faire en partie de l'éducation thérapeutique comme faisait de la prose, M. Jourdain faisait de la prose, et on a été obligé de passer par une lourdeur administrative, par des fourches codines qui sont extrêmement rigides. Donc ça, c'est pas une aide, mais c'est évident qu'il faut y aller. Une fois qu'on a dit ça, c'est évident qu'il faut y aller. On a encore le temps de 2-3 questions, oui. Je ne sais pas si Nicole vient jusque-là ou pas. Une question en plusieurs parties. On a beaucoup parlé de Huntington. Je représente une autre association de patients. Typiquement, dans ces établissements, le nombre de patients Huntington représente quelle part? Est-ce que c'est des établissements qui sont consacrés sur un territoire aux patients pour la maladie Ah non, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils peuvent pas. Alors, il y a des établissements spécifiques Huntington, mais il n'y en a pas beaucoup, donc on est en train de les recenser. Mais après, il y a des établissements qui accueillent des patients atteints d'Huntington, mais c'est 1, 2, 3, peut-être 5 ou 6. Mais aujourd'hui, on n'a pas les chiffres parce qu'eux-mêmes n'ont pas toujours les informations Enfin, ils les ont dans leurs établissements sans doute, mais ils n'ont pas répondu par rapport à ça. Non. On ne sait pas. On peut repérer les établissements spécifiques Huntington, par contre. Oui, je vais peut-être parler sur le téléphone. Moi, c'était juste c'est la première fois que je viens, puisque c'est le professeur Bechtel qui m'a demandé de venir. Et en fait, j'ai l'impression que je suis dans une région où on doit être un peu à part, parce que
Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté de la relation entre le médical et le social. Moi, par expérience, on l'a vécu et on l'a lu. Et c'est quelque chose qui est mis en place chez nous, avec notamment, vous avez parlé tout à l'heure de la carte maladie. Nous, ça s'appelle une fiche de liaison, donc c'est autre chose, mais en fait, c'est exactement la même chose, je pense. Où en fait, on a une fiche de liaison, donc moi, je l'ai vécu dans le cadre des soins palliatifs, mais je connais d'autres enfants, parce que là, on est dans le cadre d'enfants uniquement, d'autres enfants qui ne sont pas dans le cadre du soin palliatif, mais avec des pathologies quand même très lourdes, ont vécu exactement la même chose. Alors, c'est très simple. On a le médecin du centre antidouleur qui a d'abord mis en place cette fiche de liaison en relation avec le centre, avec le médecin traitant, avec l'assistante sociale et l'infirmière coordinatrice. Donc tous ces, et nous, évidemment, et nous les parents. Donc nous, on était acteurs de cette fiche de liaison. Cette fiche de liaison, elle est où? Ben, avec nous les parents. Partout où on va, on a cette petite fiche qu'on sort au cas où il y a besoin. Elle est au CHU du secteur. Donc nous, en l'occurrence, on est sur Brest. Donc Brest, les urgences, on l'affiche. Le service pédiatrique à l'affiche. Les pompiers, on l'affiche. Qui c'est qu'on avait encore le médecin traitant, le kiné et le centre où se trouve l'enfant. Donc ça, chez nous, ça existe, mais ben, pour tous les enfants qui ont des pathologies lourdes, avec des spécificités. Alors, dans cette fiche de liaison, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la pathologie, c'est quoi? La maladie, déjà pour expliquer. Les traitements en cours, c'est quoi? Après, il y avait nous, dans le cadre du soin palliatif, quels sont les désirs des parents? Est-ce que, voilà, s'il y a besoin de réanimation, est-ce qu'on réanime ou pas? Ou, voilà, quels sont les souhaits des parents en cas de faim? Et puis, il y a aussi toutes les coordonnées, ben, le médecin traitant, etc. Donc, je trouve que, ben, j'ai l'impression que, ben, nous, ça existe depuis, ben, nous, on l'a eu en 2006. Donc, nous, on l'avait eu. Oui, on sait qu'il y a des exemples qui existent et on sait aussi que les soins palliatifs, d'une manière générale et pas uniquement dans le cadre de l'enfant, ont été précurseurs dans ce domaine-là. Moi, je connais dans les départements de ma région ce genre de fiche qui existe depuis effectivement très longtemps en accord avec le SAMU, disponible du SAMU, des urgences, de tous les secteurs. Voilà. Mais qu'il existe un certain nombre de modèles et de choses, il existe plein de choses. Il y a déjà dans le domaine, et les filières sont en lien les unes avec les autres pour avoir des tablettes qui permettent de faire cette liaison. Il y a plusieurs développements qui sont en cours actuellement en France et les filières sont très actives là-dessus. Donc mais globalement, ça reste encore plus les exceptions et les niches, les situations dans lesquelles il y a ce type de dispositif. Et notre travail, c'est justement d'essayer de le diffuser. Dans notre secteur, on travaille tous en même temps. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec une association qui s'occupe de la sclérose en plaques, une association sur la méningite B, etc. On essaye de se voir régulièrement pour mettre en commun voilà, les expériences qu'on a eues, ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné. Donc, je veux dire, mais il y a plein de choses, très bien partout en France. Oui, vas-y. La carte maladie rare, ce qu'on propose, c'est pas une action innovante, on est d'accord. Elle existait, elle a déjà existé sous certaines formes. Elle a été un petit peu abandonnée, c'est de la remettre au goût du jour, de la réactualiser. On a des associations de patients qui viennent de ressortir une carte maladie rare. Je pense à l'association française Gilles de la Tourette qui vient de... Vous ne l'avez pas ressorti? Elle a toujours existé, voilà. Mais je l'avais revue dans votre newsletter, vous l'aviez remis en avant dans votre dernière newsletter. C'est des choses qui existent. Nous, l'idée, on ne va pas inventer ce qui existe déjà, on va se réinspirer de ce qui existe déjà pour le généraliser quand ça n'existe pas et de voir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui fonctionne pour le généraliser aux autres centres, aux autres assos dans la filière qui n'en ont pas le bénéfice. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a ce travail d'exhaustivité à faire pour savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on peut reprendre. Mais nous, notre idée, c'est pas d'être innovant partout, c'est d'identifier ce qui existe déjà et on ne va pas réinventer la roue. Juste pour conclure, ces cartes maladies rares là, et les exemples qu'on a, ce qu'on a répertorié concernant les cartes maladies rares, on va en parler, ça fait partie de l'ordre du jour de la commission recommandation. Je suis désolée, je suis super insistante. Quand elle veut quelque chose, hein, c'est bien. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment une réflexion qu'on peut faire avec vous, justement, comme Sophie dit, comment le réinventer, comment
le mettre pour que ce soit utile à la filière, etc. Donc la commission, recommandation. Juste une suggestion. Quand vous avez des appels pour le médico-social d'établissement, pour informer, etc., pensez à nous, associations, parce que nous aussi, nous sommes sollicités et nous faisons ça ponctuellement quand on le peut et seul. Donc on pourrait faire des choses ensemble. C'est tout.